Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il aurait fallu afficher les noms des éventuels industriels ou enseignes de la grande distribution qui n'auraient pas suffisamment baissé leur prix? Olivier Dauvert, bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous, je le disais, vous passez votre vie à faire les courses, effectivement, dans les rayons des supermarchés. Même aujourd'hui, vous avez fait vos courses un 15 août. Il y avait donc des enseignes ouvertes. Vous êtes expert consommation, fondateur des éditions Dauvert, éditions éponymes. D'abord, j'aimerais qu'on réécoute ces propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était il y a quelques mois. Nous allons demander aux grands industriels de revenir une nouvelle fois à table de négociation et ensuite que les choses soient bien claires. S'ils ne le font pas, avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ont joué le jeu et la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé de revenir à la table de négociation et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent. La liste sera publiée fin juin. Alors c'était une menace pour fin juin, elle a été ensuite repoussée et on a appris à demi-mot par la ministre Olivia Grégoire il y a quelques jours sur Sud Radio et ensuite ça a été confirmé par certains confrères aujourd'hui. Finalement, on ne publie pas la liste à ce stade dans la mesure où a priori tout le monde aurait joué le jeu, c'est ce qu'indique le cabinet de Bruno Le Maire. Tout le monde a joué le jeu, Olivier Dauvert ? Non, on peut pas dire ça. D'abord, il faut commencer par rappeler quand même que ce qu'on appelle donc le name and shame en très mauvais français, c'est-à-dire le fait de désigner, puisque c'est de ça dont vous parlez. On publie une liste de mauvais élèves. Voilà, c'est quand même une forme d'arme atomique ou d'arme nucléaire. C'est-à-dire que le but, c'est d'en menacer ceux qui pourraient en être victimes, mais c'est de surtout pas l'utiliser. Et là, effectivement, on sent bien qu'en ce moment, la main tremble un peu. Parce que les raisons pour aller au bout, elles sont là, mais le politique désignant telle et telle entreprise, en France, on ne l'a jamais vu. En tous les cas, avec ce niveau de sévérité, tel qu'il était promis par Bruno Le Maire, vous venez de le rappeler, il y a encore quelques semaines. Parce que dans les faits, on ne voit pas encore vraiment le fruit des renégociations. Et quand on est un peu informé, je ne pense pas être le moins informé dans ce secteur-là, on n'a pas entendu que les renégociations avaient vraiment démarré de toute façon. Donc on est quand même dans cette espèce d'entre-deux où les industriels sont en train de gagner un peu de temps, en tous les cas la majorité d'entre eux. Alors qui décide? C'est important parce que vous êtes l'expert de ce domaine. Nous, quand on fait nos courses, on se dit tiens, ça a baissé chez telle enseigne, chez telle autre enseigne. On se dit pas que la baisse des prix vient plutôt de la distribution ou alors plutôt de l'industriel. Qui décide vraiment de baisser les prix ou peut décider? Le prix qui est pratiqué dans votre supermarché, il est de la responsabilité du supermarché. Ce ne sont pas les industriels qui fixent leur prix. Bon, une fois que je vous ai dit ça, il faut quand même évidemment mettre des choses qui vont un peu compliquer ce qui était une affirmation toute simple à comprendre. C'est que le supermarché, il doit respecter donc quelques règles et notamment, il ne peut pas vendre en dessous de 10% plus cher que le prix auquel il l'a acheté lui-même. Je prends un exemple. Un camembert que Carrefour ou Leclerc auraient acheté 2 € au fournisseur doit être revendu à minima à 2,20 €. C'est la loi, 10% de marge depuis la fameuse loi qui était née des États généraux de l'alimentation. Donc concrètement, ça veut dire quand même que le prix que vous payez en rayon, il est la conséquence du prix auquel le fabricant de camembert l'a vendu à Leclerc ou à Carrefour. Carrefour et Leclerc ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et voilà tout l'enjeu depuis quelques semaines, c'est que le fabricant de camembert, je prends cet exemple, mais ce sont tous les industriels, ça nous parle à tous, vous inquiétez pas, va accepter ou pas de renégocier le prix de son camembert. C'est-à-dire en gros, de plus le vendre 2 € à Leclerc, mais peut-être de le vendre 1,80 € pour que ensuite Leclerc puisse à son tour baisser le prix. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les industriels, ils traînent des pieds. Mais finalement, chacun est dans son rôle. On est en train de vivre à l'envers ce qu'on vivait d'habitude les autres années. En général, c'est les distributeurs, vous savez, qui traînent des pieds. Ils ne veulent pas négocier. Désormais, c'est les industriels. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de baisser leur prix et ça, ils n'aiment pas trop. Même quand c'est Bruno Le Maire qui le dit. Et surtout quand on est industriel et que sa propre facture d'électricité a flambé dans l'usine, par exemple. Il y a des raisons objectives au fait qu'aujourd'hui, on se retourne vers les industriels en demandant des baisses. On va prendre un exemple concret. Le prix du blé
il a en gros été divisé par 2 depuis le début de la guerre en Ukraine. Puisqu'au début, je vous rappelle quand même que c'était ça le point de départ de l'inflation. C'était les céréales s'envolent, donc évidemment, ensuite, dans la chaîne alimentaire, il y a finalement des céréales partout, dans les biscuits, dans les pâtes, dans le pain, même dans la volaille et dans le porc, puisque c'est ce qu'on appelle les céréales sur pâte, puisque ça mange des céréales. Bref, une fois que le prix de la tonne de blé avait explosé, ça se répercutait partout. Aujourd'hui, je vous le redis, le prix de la tonne de blé, elle est 2 fois inférieure à ce qu'elle était au moment du déclenchement de la crise en Ukraine. Bon, si les fabricants de biscuits, pour prendre un exemple précis, ne baissent pas leur prix dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ça voudra dire qu'ils auront gardé pour eux une bonne marge, l'économie qu'ils ont fait pour acheter de la farine. Il ne faut pas imaginer que les prix puissent baisser du jour au lendemain, parce qu'évidemment, les industriels, ils ont des stocks, ils n'achètent pas de la farine comme vous quand vous avez décidé de faire des crêpes. Ils en achètent sur des mois à l'avance, donc on peut accepter, on peut entendre l'idée que ça ne pouvait pas baisser aussi vite que Bruno Le Maire et Olivia Grégoire le demandaient. Mais en septembre, franchement, 6 mois après le moment où les matières premières sont redescendues, il n'y a pas de honte à espérer que les grandes marques baissent leur prix. Sauf que justement, tiens, Marie qui est avec nous depuis le Gard, au 0826 300 300, vous n'avez pas vu de baisse, vous, chez vous, Marie? Non, je n'ai pas vu de baisse et même j'ai vu quelques augmentations. Encore quelques-unes. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, c'est ça? Là, Marie, elle illustre un double phénomène, Marie. C'est que, d'abord, elle a raison sur le fond, il n'y a plus d'inflation, ça on le mesure assez nettement, mais il n'y a pas de baisse non plus. Non. Donc évidemment, si vous attendez une baisse, vous n'allez pas la voir. Et puis ensuite, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'avant qu'on se rende compte que les prix baissent véritablement, il va falloir qu'ils baissent sacrément. Je vais vous prendre un exemple, encore une fois, extrêmement concret. Dans les marques qui se sont malgré tout engagées à baisser leurs prix, et le patron de Panzani l'avait annoncé chez nos confrères du Parisien début juin en disant que à partir du 1er juillet, les pâtes Panzani allaient voir leur prix baisser. Donc là, on va souligner, il n'y a quand même pas beaucoup de marques qui l'ont dit publiquement, Panzani l'avait fait. Et donc c'est vrai. Sauf que, et là Marie, elle va vite se rendre compte pourquoi elle ne s'en rend pas compte justement, c'est que le prix d'un kilo de coquillettes, il est passé en un mois de 2,12 € en moyenne dans tous les magasins de France à 2,10 €. Vous voyez, ce n'est pas quelques centimes sur quelques produits qui feront une tendance perceptible par Marie et par tous les consommateurs. Il va vraiment falloir que ça baisse sacrément pour que nous, les consommateurs, nous en rendions compte de la différence. Et qu'on modifie notre comportement ensuite. Sauf que les négociations, vous le disiez, elles n'ont pas forcément déjà commencé. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a quand même un peu la main qui tremble, Fanta Berete ? Connaissant Monsieur le maire, je ne pense pas qu'il ait la main qui tremble. Je pense que faire du name and shame, on a montré qu'on savait le faire, notamment sur la loi influenceur. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, pour lesquelles on avait annoncé la couleur et pour lesquelles très régulièrement sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, nous avons des messages des directions. Ce sont les influenceurs obligés d'afficher un message reconnaissant qu'ils ont fraudé eux-mêmes, ce qui est particulièrement honteux. Exactement, ce qui est honteux. Donc du coup voilà. Après, je pense que comme le dit votre expert, il y a cette question du temps et du fait qu'on puisse retrouver quand on va faire ses courses effectivement. Donc la baisse de prix dans nos caddies. Moi, j'ai échangé très rapidement avec le cabinet de Madame Grégoire cet après-midi parce que du coup, c'est en plus ma députée titulaire, je suis sa suppléante. Et donc, effectivement, sur les 79 industriels qui avaient été conviés à Bercy, on constate aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons, que 39 d'entre eux ont joué le jeu, en fait, de la diminution de prix. 39 d'entre eux, c'est 52%. Donc, la tendance est plutôt de se dire que majoritairement, est-ce que c'est assez passé? Ça, c'est encore un autre débat. Mais majoritairement, ils ont joué le jeu. Et la question est de se dire, nous attendons donc le mois de septembre pour les réunir de nouveau et pour dire, voilà, c'est bien pour vous. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire encore plus? Donc ça, c'est un point que je pense être important. Le rendez-vous a été repoussé l'échéance à septembre. Exactement. Je trouve que le titre est un peu. Deux remarques. Si vous permettez deux remarques. Olivier le Devers. name and shame, vous avez raison, sur la loi sur les influenceurs, les politiques ne se sont pas embêtés, ils ont cité des noms. Sauf que c'est pas comparable. Quand vous citez une personne, un influenceur, en plus qui vit à Dubaï et qui gagne 30 000 balles par mois, ça fera pleurer personne. Quand le ministre de l'économie, demain, peut-être, citerait Danone,
citerai Président, citerai des marques comme ça, avec des milliers de salariés derrière, le risque, y compris politique qu'il y a, il est beaucoup plus fort et les conséquences elles sont plus fortes. Alors pourtant, tiens, je vous interromps. Moi je le dis, mais je suis probablement plus libre pour le dire. Oui, le bras ministériel aujourd'hui, il tremble parce que nommer telle ou telle entreprise avec les milliers de salariés, les dizaines d'usines qu'il y a derrière, c'est pas pareil que de nommer un influenceur. Donc, vous voyez, il tremble, mais pour de bonnes raisons, si je comprends ce que vous dites, Olivier Dauvert, d'après vous. Le bras tremble pour de bonnes raisons. Oui, bien sûr, pour de bonnes raisons. Et puis parce qu'encore une fois, je vous le redis, c'est comme l'arme atomique et l'arme nucléaire. Ouais. Le but, c'est de jamais s'en servir. De pas entraîner un boycott. Tiens, vous faites les courses vous-même, Abdoulaye Kanté, ou pas ? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive de faire des courses. Et c'est vrai que je pense que comme même aussi Doutou en tant que policier, c'est vrai qu'on est très attentif aussi sur le caddie. Hein. Donc même que ce soit l'essence, etc. Et c'est vrai que l'analyse de votre expert est très intéressante parce que on voit qu'aujourd'hui, c'est le citoyen qui est pris en otage, quoi. Parce que c'est vrai qu'entre ces négociations qu'il y a entre l'industriel et le magasin, donc c'est vrai que lui, ce qu'il veut, au final, le citoyen, c'est quand il va prendre son paquet de pâtes, se dire, qu'il va pas le payer à un prix exorbitant, parce que c'est un produit de première nécessité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'évidemment, il y a eu la crise de l'Ukraine qui a fait augmenter certaines denrées, mais là, aujourd'hui, ça peut, on va dire, favoriser la malbouffe. Parce qu'il y a aussi cet enjeu, c'est qu'aujourd'hui, si les gens ne sont plus en capacité de pouvoir faire leurs courses et de pouvoir acheter ce qu'ils pouvaient auparavant, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se diriger, ce qu'on appelle, vers la bouffe facile, et ça va entraîner aussi tout ce qui est maladie. Alors, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vrai que c'est une réalité et qu'il est nécessaire, je pense aussi au gouvernement qu'il ne faut pas qu'ils aient la main qui tremble face à certains industriels qui essaieraient de quand même garder ces bénéfices pour peut-être envisager d'autres choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, je vais un peu caricaturer, ont faim, ont besoin de manger, donc facilitons-leur la tâche. Et pourtant, Philippe Bouriaquet, vous êtes entré dans ce studio plutôt remonté comme une pendule. Mais carrément. Là, il est tout sage. Non, mais c'est pas ça, c'est que... moi, je dis à monsieur le ministre, à Bruno Le Maire, que j'apprécie au demeurant. Vraiment, pour moi, c'est le genre idéal. Et il est calme, il est posé quand il parle. Non, mais sérieusement, il prend pas les gens de manière condescendante. Et genre, moi, je sais plus que vous beaucoup moins. Et vraiment, on sent pas méprisé quand il nous parle à travers l'écran de télé. Et moi, c'est quand même important. Mais je voudrais lui dire à ce présidentiable potentiel, il spoil. Les Français et les Françaises attendent de nos hommes et de nos femmes politiques des gens qui prennent des engagements et qui vont jusqu'au bout de leur engagement. Alors, soit tu te tais et tu donnes pas d'engagement, soit tu vas jusqu'au bout. Et donc, par conséquent... Si vous annoncez une ligne rouge, il faut la tenir. Il faut la tenir. Sinon, encore une fois, c'est une promesse qui n'est pas tenue et là, on fait de la place aux populistes. Je suis désolé. Effectivement, lorsque les prix augmentent, la répercussion est immédiate, alors qu'on a bien entendu, merci à notre spécialiste d'expliquer le fond, qu'il y a des stocks qui sont faits, donc il faut d'abord écouler les stocks avant de pouvoir répercuter les choses, mais c'est toujours la même chose, quand il y a une augmentation, elle est immédiate, et quand il y a une baisse, elle n'arrive jamais dans le portefeuille des Français, parce qu'au moment où les nouveaux stocks avec la baisse devraient arriver, il y a une nouvelle inflation, et donc nous on le sent jamais, donc on a vraiment l'impression d'être pris pour des jambons. Olivier Dauvert, tiens, petit comparatif, même si vous êtes plus spécialiste de la consommation en France, est-ce que les prix alimentaires ont été plus contenus en France que dans des pays voisins comparables ? Je pense, Grande-Bretagne par exemple, Italie, Espagne ou Allemagne ? Alors, tous les pays d'Europe ont été frappés de toute façon. Ensuite, il y en a qui ont fait des réponses différentes. Le fameux panier anti-inflation qu'avait tenté de mettre en place Olivia Grégoire et puis Bruno Le Maire était inspiré directement de la Grèce, où là, par exemple, ça a eu beaucoup d'effets parce que le politique avait réussi à aligner tous les distributeurs sur une même liste de 50 produits. Et donc, ils s'étaient, vous me pardonnerez d'être familier, tiré la bourre entre eux sur les mêmes produits et ça avait eu de l'effet sur quelques produits. En France, ils n'ont pas réussi à faire un seul panier anti-inflation. Rappelez-vous, c'est chaque enseigne qui avait fait le sien. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas eu d'effet, parce que pour le coup, ça a eu de l'effet, voilà, et c'était utile de le faire, mais pour le coup, un effet moins fort que dans d'autres pays, et notamment la Grèce. Mais de toute façon, il faut être lucide. C'est pas parce qu'il y avait des paniers ou des listes que l'inflation s'arrêterait à la porte des magasins. Tous les consommateurs européens, ils ont payé la conséquence de la tonne de blé qui avait doublé, de toute façon. Alors après, c'est arrivé plus ou moins vite. Mais tout le monde est passé à la moulinette de l'inflation. Il n'y a pas eu d'exception. Donc c'était très difficile d'avoir des résultats politiques, ou en tout cas de même de faire des promesses fantabérées dans un tel contexte.
Écoutez, moi pour l'instant, j'estime pas que la promesse n'est pas tenue. Ce que nous dit Bruno Le Maire, ce que nous dit également Olivia Grégoire, c'est rendez-vous donc en septembre autour de cette table de négociation. Donc moi j'y crois. On avait eu justement donc le trimestre de l'inflation où, juste pour rapporter une précision, là c'est 1700 produits qui avaient été concernés et on a constaté une baisse de 13%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des produits... Attention, non, on peut pas raconter n'importe quoi. Là, alors je dis pas... Olivier Dauvert n'est pas d'accord. Vous êtes dans ma zone d'ultra confort, donc vous allez me... Alors moi c'est les chiffres que j'ai. Hyper précis. Non, mais je vous rassure, en plus, le 13% qui est sorti, et la première fois qu'Elisabeth Borne en a parlé dans une visite dans un hyper-U en Normandie, c'était mes chiffres, donc je suis assez à l'aise pour vous en parler. 1700 produits, c'est quand vous additionnez... Oui. Tous les produits de toutes les enseignes. En réalité, pour être concret, il y en avait 150 chez Super U, il y en avait 100 chez Cora, il y en avait 500 chez Intermarché, il y en avait 200 chez Carrefour. Vous voyez, il faut pas... Voilà. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. De 1700. On a eu la Somme faisait ça, mais il n'y a pas eu la même concurrence qu'en Grèce. Parce que dès lors que vous aviez un produit qui est présent dans toutes les enseignes, ils se tirent la bourre. Vous savez, on leur reproche assez de se livrer la guerre des prix à nos chers distributeurs et d'être un peu saignants par moment. Donc là, ils ne l'ont pas été autant qu'ils l'auraient pu, mais encore une fois, je partage avec vous le fait que ça a été efficace. Bien sûr, sur les produits concernés, on a vu plutôt des baisses des prix que des hausses des prix, alors que sur le reste, on voyait encore de la hausse. Donc c'était utile. Et moi, j'ai été le soutien d'Olivia Grégoire, notamment là-dessus, et je le regrette pas du tout, parce qu'il fallait que le politique envoie un message d'action à l'opinion, parce que sinon, vous savez, quand l'inflation devient trop prégnante, trop difficile, d'abord, vous commencez par changer de magasin pour faire des économies. Ensuite, vous changez de niveau de gamme. Vous passez de la grande marque à la petite marque. Et puis ensuite, vous mettez un article de moins dans votre chariot. Vous consommez moins. Ben, vous savez quelle est la quatrième ? C'est que c'est la révolte. C'est-à-dire quand vous pouvez plus manger, quand vous estimez que c'est plus accessible, vous vous révoltez. Donc évidemment, il fallait que le politique fasse quelque chose, et c'était déjà bien de faire ce trimestre anti-inflation. Je n'ai aucun doute pour le dire. Très bien. Donc nous disons la même chose concernant ce trimestre anti-inflation. Donc simplement pour finir, moi je pense que à la rentrée, de toute manière, il y a également un autre enjeu. Les ministres travaillent aussi là-dessus. C'est que beaucoup de Français sont la tête de famille, et il y a également donc les courses pour la rentrée scolaire. Et là-dessus, donc les ministères ont déjà demandé donc un certain nombre de directions d'étudier justement la courbe des prix pour s'assurer que début septembre, il n'y ait pas une inflation massive sur la colle, les stylos et les cahiers de nos petits. Et le travail du gouvernement, c'est mois après mois, parce qu'on est obligé de piloter malheureusement sur du court terme, la longue vision qu'on pouvait avoir parfois sur 12 mois, 18 mois, en fait, c'est plus du tout le jeu à l'heure actuelle. C'est de faire en sorte que, notamment sur le panier qui va en plus être impacté par les courses scolaires de la rentrée, les Français puissent s'y retrouver, ou en tout cas faire en sorte de ne manquer de rien pour eux et pour leurs enfants. En tout cas, et essayer d'écoper le plus possible. Et dernière question pour vous, Olivier Dauvert. C'est la question que tout le monde attend. Quand est-ce que ça va baisser, et quoi et de combien ? Bon, alors le camp, moi je pronostique déjà depuis quelques semaines, je parle d'un septembre vert. Je vous rappelle que en début d'année, j'avais parlé d'un mars rouge et qui pour le coup s'est réalisé. Pourquoi je parle d'un septembre vert ? Parce que d'abord, de toute façon, il y a des raisons objectives sur la baisse des matières premières, de certaines matières premières, pas toutes, mais quand même les céréales, c'est une matière première fondamentale. Et puis ensuite, il y a le bon sens. Vous savez, les industriels, quand ils vont voir que leur volume de vente baisse, que les consommateurs commencent à bouder les grandes marques pour acheter les marques de distributeurs, avec le risque qu'une partie des consommateurs ne reviennent pas ensuite vers les grandes marques, eh bien moi je crois que ça va finir par s'imposer, même s'ils ne le veulent pas, ça va finir par s'imposer aux industriels, aux grandes marques, de la loi du marché. Parce que c'est finalement le consommateur qui a le dernier mot. Vous savez, si on n'achète plus les grandes marques parce qu'on les trouve chères, ce qui commence à être le cas aujourd'hui, les grandes marques vont se débrouiller pour être moins chères. Ça fait un peu bon sens paysan, mais je l'assume, je suis fait comme ça, et donc voilà pourquoi je pense que septembre sera un mois qui sera déflationniste. Alors attention, quand on le regarde, non pas par rapport à septembre de l'année dernière, parce qu'évidemment il y aura toujours de l'inflation, mais quand vous regardez mois le mois,
on voit bien qu'on est sur le plateau là depuis quelques semaines. Il n'y a plus d'inflation. C'est comme un peu, pour finir sur une image, comme un col en haut d'une montagne. Vous avez vécu les derniers lacets dans la douleur parce que la pente elle était raide. Ça, c'est sûr. Vous êtes en haut, vous voyez que la vallée elle est très très loin, mais vous allez plutôt dans la direction de la vallée. Donc on est en haut du col et on regarde plutôt du bon côté. Vivement que ça descende, vivement que ça descende. Descente, ouais. C'était Olivier Dauvert, mesdames et messieurs, dans sa zone d'ultra confort. C'est lui qui le dit, en tout cas, dans les rayons de nos grandes enseignes. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert consommation et fondateur des éditions éponymes, éditions Dauvert. Du coup, restez avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous également, Marie. Chers amis, je vous propose qu'on débatte à nouveau dans quelques dizaines de minutes. Mais avant ça, on va essayer de se détendre un petit peu loin du coup de la vie. On va tester vos connaissances sur le 15 août. Ça aurait pu être la fête de Marie qui est avec nous. On va voir si elle connaît son 15 août. À tout de suite sur Sud Radio.